Bonjour à tous, c'est Professeur Misson. Donc on va continuer notre série sur l'immunosuppression en néphrologie. Après avoir fait la révision sur les mécanismes de l'immunité innée et l'immunité adaptative, avec ces deux volets, l'immunité adaptative cellulaire et l'immunité adaptative humorale, on va parler maintenant des traitements immunosuppresseurs en néphrologie. Et bien sûr, on ne peut pas commencer ce thème sans parler des corticoïdes, nos chers amis, les corticoïdes. Alors pourquoi je dis chers amis? Parce que en fait, ils sont là dans toutes les pathologies néphrologiques. En fait, notre spécialité se rapproche beaucoup plus de l'immunologie, des pathologies immunologiques, que d'autres choses. En fait, si vous revenez aux vidéos que j'ai déjà postées sur le mécanisme physiopathologique des glomérulonéphrites primitifs, vous allez voir que pour la plupart, c'est des troubles immunologiques. C'est pour ça que vous allez tout au long de votre carrière prescrire les corticoïdes comme premier palier de traitement des glomérulonéphrites. Donc les glucocorticoïdes étant des médicaments liposolubles, ils vont rentrer librement à l'intérieur de la cellule et se fixer à leur récepteur qui est intracytosolique. Le complexe corticoïde récepteur va être transloqué sur le noyau et il va aller vers l'ADN, il va activer certains gènes et désactiver d'autres. Donc en première action, il va activer la production de IKB. Alors cet IKB est un inhibiteur, vous allez voir tout de suite. Donc souvenez-vous du premier signal, en fait de la présentation d'antigènes par les cellules présentatrices d'antigènes aux lymphocytes T. Quand on a parlé de cette partie-là dans l'immunité cellulaire, nous avons évoqué le passage de signal entre le récepteur TCR et son co-récepteur, le CD3. Leur activation va être transmise en signal vers le noyau via plusieurs voies, la voie des calcinurines, les MAP kinases et les kinases C. Et pour cela, il y aura plusieurs messagers, notamment le NF-κB. Donc, le IKB bloque le NF-κB, ce qui va entraîner la non-stimulation, le non-passage de ce signal. Donc, ça va bloquer le signal de co-stimulation. Ça veut dire qu'il n'y aura pas l'expression, comme le noyau n'a pas été activé, n'a pas reçu le message, il n'y aura pas d'expression de nouveau du CD40 ligand, mais aussi du CD80, CD86 sur la cellule présentatrice d'antigènes. Donc il n'y aura pas le signal de co-stimulation, le signal 2, et dans ce cas, il y aura une dépression et une inhibition des lymphocytes. Donc ils ne peuvent pas être différenciés en TH1 et ceci va entraîner au niveau du noyau une augmentation de la production de l'interleukine 10, qui est une interleukine qui calme, elle est anti-inflammatoire, ça veut dire qu'elle va calmer le lymphocyte et la cellule présentatrice d'antigènes, donc ils vont les paralyser. Et en même temps, on aura une diminution de la production des interleukines pro-inflammatoires, c'est-à-dire celles qui activent la réaction immunologique, tout ce qui est interleukine 1, 2, 3, 4, 5, en fait toutes les interleukines qui permettent l'activation des cellules présentatrices d'antigènes, mais aussi des lignées de CD8 cytotoxiques. Donc ça va mettre ce système immunologique au repos, d'où l'effet immunosuppresseur. Donc au total, l'effet immunosuppresseur des corticoïdes est surtout sur l'immunité adaptative cellulaire et l'immunité innée. Et c'est par un phénomène d'arrêt d'interaction. Il n'y aura pas d'interleukine, il n'y aura pas de messager. C'est comme si on arrêtait dans une guerre. On va arrêter tous les moyens de communication. Cette guerre est vouée à l'échec parce qu'ils ne peuvent pas communiquer et transmettre les informations.
Autre chose, les corticoïdes, lorsqu'ils se lient à leur récepteur intracytosolique et lorsqu'ils rentrent dans le noyau, quand ce complexe rentre dans le noyau, il va aussi activer d'autres gènes. Donc, il va activer aussi la lipocortine. Donc, il va se lier sur le promoteur du génétique, sur l'ADN de la transcription de ces de IKB et de l'hypocortine. Alors, l'hypocortine est très importante dans le syndrome inflammatoire. En fait, souvenez-vous, quand on a un syndrome inflammatoire, quand on a une inflammation, les phospholipides membranaires vont être transformés en acide arachidonique via la phospholipase A2. Et l'acide arachidonique va être transformé en prostaglandine pro-inflammatoire via la cyclooxygénase. Donc, c'est des enzymes. Donc, l'hypocortine va inhiber la phospholipase A2, donc bloquer la formation des prostaglandines pro-inflammatoires. Et c'est à l'origine de l'effet anti-inflammatoire et anti-allergique des corticoïdes. Maintenant, les corticoïdes, mis à part cet effet sur la transcription des gènes, elle a un effet cellulaire autre, notamment au niveau du foie, où elle active la néoglucogénèse à partir des acides aminés, donc d'où le risque de déséquilibre glycémique et de développer un diabète cortico-induit. Les corticoïdes entraînent une lipolyse, donc ça active la destruction des tissus adipeux et le gras va être redistribué vers des zones bien précises, facio-tronculaires. C'est pour ça qu'on a cette obésité cushingoïde. C'est-à-dire que les corticoïdes, elles vont agir sur des graisses au niveau des membres. C'est pour ça que la graisse, elle va aller vers les zones où l'effet des corticoïdes est moindre. Donc, ces zones où l'accumulation des graisses lors des traitements corticoïdes, ce sont des zones qui sont moins sensibles à l'action des corticoïdes, notamment la face et le tronc. Donc, n'oubliez pas, c'est un réarrangement des graisses. À la base, c'est une activation de la lipolyse. Et le gras n'arrivant pas à aller se fixer au niveau des hanches et des fesses, etc., des membres, il va aller vers les zones les moins sensibles aux corticoïdes. Donc, c'est le tronçon facio, la face et le tronc. Les corticoïdes ont un effet de catabolisme sur la masse musculaire. Donc, on aura une amyotrophie. En fait, il va puiser les acides aminés au niveau des muscles pour finalement faire la néoglucogénèse. Donc, c'est une hormone de stress. On est obligé de produire de l'énergie. Et cette énergie, elle est produite de la plus mauvaise manière, à partir du gras et à partir des protéines. L'effet des corticoïdes est un catabolisme osseux. En fait, c'est une question de régénération osseuse, mais malheureusement, les corticoïdes n'arrivent pas à régénérer l'os tout simplement parce qu'il y a un manque de collagène. N'oubliez pas qu'il y a un catabolisme protéique et le collagène, finalement, c'est des protéines. Et c'est pour ça qu'il y a une ostéolyse, mais pas de formation osseuse. C'est pour ça qu'il y a une fragilité au niveau de l'os. Tous ces effets, en fait, sont à l'origine des effets secondaires qu'on connaît bien des corticoïdes, notamment le diabète induit, l'obésité troncofaciale, l'amyotrophie, la fragilité osseuse et le retard de croissance chez l'enfant. Mais aussi, les corticoïdes ont un effet aldostérone-like, ça veut dire qu'ils vont avoir un effet comme l'aldostérone sur les reins, donc une absorption importante de sodium avec élimination du potassium, parce qu'il agit sur la cellule principale du tube collecteur, donc ça va induire une HTA associée à une hypocalémie. Les corticoïdes, en agissant avec leur effet anti-immunosuppresseur, donc un effet immunosuppresseur, elles vont entraîner
un blocage de l'activité des lymphocytes. Donc les lymphocytes étant comme ça stagnés, ils n'arrivent pas à produire des interleukines pro-inflammatoires, elles vont diminuer de nombre parce qu'elles ne sont pas stimulées. Donc on aura une diminution des lymphocytes. Et dans la moelle osseuse, il y aura une augmentation de la production des autres lignées, notamment les polynucléaires neutrophiles et les plaquettes. Donc les corticoïdes, en bloquant l'activation des lymphocytes, des macrophages, etc., elles vont entraîner l'augmentation d'autres lignées parce que la moelle, on a besoin d'avoir une immunité, donc elle va augmenter les polynucléaires neutrophiles, mais aussi les plaquettes c'est-à-dire dans la même force. C'est un entraînement, c'est un effet d'entraînement. D'autres effets secondaires, les corticoïdes étant aussi un effet androgénique, donc ça va entraîner des troubles sexuels et des troubles de fertilité. Donc impuissance, aménorrhée, etc. parce que ça va bloquer l'axe gonadique. Les corticoïdes vont entraîner une augmentation de l'acidité au niveau de l'estomac parce que c'est une hormone de stress. Donc lorsqu'on stresse, généralement, on a mal à l'estomac, pas augmentation de l'acidité. Les corticoïdes entraînent une cataracte par dépôt au niveau de l'œil, de la cornée. Les corticoïdes étant des hormones de stress, ils vont agir sur le système nerveux avec des troubles de comportement, de l'insomnie, parfois une baisse du seuil épileptogène. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça que les corticoïdes sont plutôt donnés le matin pour éviter les troubles de sommeil. Si on les donne les soirs avec les effets secondaires d'insomnie, le malade il va tomber en dépression. Donc généralement, les effets secondaires neurologiques sont une agitation et un trouble de comportement et de changement de l'humeur. Si le patient fait une dépression, ça veut dire la dépression est secondaire à l'insomnie, parce que généralement les corticoïdes sont des excitants. Il y a aussi un effet sur la peau. En effet, les corticoïdes vont entraîner une atrophie au niveau de la peau. La peau est fragile, donc elle joue moins son effet de barrière d'immunité innée. Donc il y aura plus d'entrée de bactéries, d'où la fragilité, mais aussi l'acné. Donc ça va entraîner des réactions cutanées assez importantes quand même, hein. Donc, quand on prescrit, et on va certainement prescrire étant néphrologue les corticoïdes, il faut faire attention à tous ces effets secondaires, il faut prescrire d'une façon intelligente, selon les protocoles KDIGO, et j'ai fait plusieurs vidéos sur les actualités thérapeutiques des glomérulonéphrites primitives, je vous conseille vivement d'aller les voir. Donc, avant de prescrire les corticoïdes, qui est finalement la première lignée thérapeutique de presque toutes les pathologies en néphrologie, donc il faut prescrire un régime sans sucre par rapport à l'augmentation de la néoglucogénèse, limiter les graisses par rapport à la lipolyse, donc il y aura augmentation du gras au niveau sanguin, donc il faut limiter les graisses. Le régime doit être pauvre en sel parce qu'il ne faut pas oublier l'effet aldostérone-like et riche en potassium par rapport aux effets aldostérone-like. Donc il faut faire très attention à ceci. Il faut aussi ne pas oublier d'associer à l'ordonnance un traitement adjuvant. Donc, le traitement doit être pris le matin. C'est très, très, très important pour éviter tous les troubles psychiatriques de la prise plus tard dans la journée des corticoïdes. Et puis aussi pour suivre le cycle naturel de la sécrétion des glucocorticoïdes. Donc, dans votre ordonnance, vous allez associer aux corticoïdes dont la prescription sera c'est-à-dire ordonnée par les KDIGO. Il faut associer les sels de potassium par rapport au risque d'hypokaliémie, les antiacides par rapport au risque d'ulcère gastro-duodénal et le calcium et la vitamine D par rapport au risque d'ostéoporose secondaire au traitement au long cours des corticoïdes. Alors il faut savoir que tous ces effets secondaires sont très rares lorsque le traitement corticoïde est
court, moins d'une semaine. Allez, au maximum 10 jours. Mais après, en néphrologie, et vous allez vite le voir, la prescription des corticoïdes dure très très longtemps. Il y a même des protocoles pour certaines pathologies, notamment le HSF, où le traitement de corticoïdes dose pleine peut aller jusqu'à 16 semaines. Donc, oui, oui, 4 mois et demi. Donc, on est une spécialité qui va avoir beaucoup de complications des corticoïdes. Il faut être vraiment à cheval. Je finirai par dire que les corticoïdes sont nos meilleurs amis en néphrologie. راهم خاوتنا ماشي صحابنا. Donc, vraiment, c'est un médicament que vous allez utiliser tout au long de votre vie, tout au long de votre carrière de néphrologue. Et c'est un médicament qui est très efficace. Et il n'a pas beaucoup de complications si on sait le prescrire d'une façon juste et avec une surveillance extrêmement stricte. Voilà, je vous remercie de me suivre sur cette chaîne YouTube et on va continuer la série du traitement immunosuppresseur en néphrologie avec ce qui reste de traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire les ATG, les immunoglobulines, la cyclophosphamide, les inhibiteurs de la calcinurie, les antimétabolites et vous allez avoir une idée très claire de leur fonctionnement et ça va vous faciliter la prescription et le suivi des recommandations KDIGO pour les glomérulonéphrites. Allez, صحة صحوركم et j'espère que ces vidéos vont être comptabilisées pour moi comme une حسنة جارية إن شاء الله يا ربي صدقة جارية صدقة العلم إن شاء الله يا ربي.